Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce samedi 11 mars 2023. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une émission un petit peu spéciale, ça ne va pas être l'hebdomadaire, ça ne va pas être la quotidienne, ça va être quelque chose qui va couvrir notamment ce qui est en train de se passer sur le marché TradFi, donc c'est-à-dire finance traditionnelle, avec les impacts sur la crypto et notamment l'USDC. Je pense que vous avez vu que c'est en train de partir doucement vers le rouge, tendrement, avec un petit peu tout ce qui est en train de se passer. Nous avons eu, pour rappel, une première banque, Silvergate, qui a déposé elle-même le bilan et qui s'est mise en liquidation, et nous avons maintenant la Silicon Valley Bank qui s'est fait fermer par le régulateur californien pour pouvoir préserver les actifs pour justement les fonds de sécurité qu'on discutera tout à l'heure. L'important, c'est de comprendre l'impact que ça a sur les cryptos. Vous comprenez bien que Silicon Valley Bank, déjà, c'est la 16e plus grosse banque aux États-Unis, donc déjà au niveau de la finance traditionnelle, ça tire la tête, et on va se prendre un petit peu de recul justement sur tout ça et comprendre l'impact sur la crypto. Qu'est-ce qu'on peut avoir par la suite? Est-ce que oui ou non on est dans un cycle identique à 2008? Est-ce qu'on se retrouve sur un Lehman Brothers en puissance? Est-ce que c'est quelque chose qui est identique? On va décorréler tout ça, enfin découper tout ça, on va justement décorréler toutes les différentes informations pour les prendre à part et pouvoir justement analyser le tout. Avant de commencer, si vous aimez mon contenu, si vous voulez me soutenir, c'est toujours très simple, c'est toujours gratuit. Likez, partagez cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement, ça aide à faire connaître la chaîne. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et on commence tout de suite avec l'explication de ce qui est en train de se passer au niveau de la Silicon Valley Bank. Alors Silicon Valley Bank, comme je l'ai dit, c'est la 16e plus grosse banque actuellement aux États-Unis, et il faut comprendre qu'elle a subi un énorme bank run, juste colossal, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été dans la capacité de pouvoir assurer la sortie des fonds. Alors pour ça, il faut comprendre pas mal de choses. Il faut comprendre, comment une banque se rémunère et le système bancaire. Si je dois vraiment aller dans la synthèse et l'explication, il faut comprendre qu'elle ne détient pas les fonds des personnes. Elle détient une partie des fonds et globalement entre 5 et 10% maximum en termes de liquidité, et le reste est placé sous forme de bons du trésor ou d'autres actifs plus ou moins risqués en fonction de leur portefeuille. C'est ce qu'on appelle le levier réel. Ça veut dire quel va être leur niveau d'exposition qu'ils vont avoir. Forcément, quand on a des assets, donc c'est-à-dire que j'ai par exemple 10 millions de bonds US, donc ça veut dire du bon du trésor américain qui a un rendement de 4 à 4,5, voire peut-être un petit peu plus, annuel, mais qui a une valeur, c'est-à-dire que je l'achète. Il faut comprendre ce qui peut se passer justement si jamais je dois liquider tout ça. Alors liquider, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 20 ou 30% de mes clients qui demandent à récupérer leurs fonds. Comment je suis capable de pouvoir faire ça? En termes de comptabilité, de comptable, c'est très simple, on regarde, j'ai la liquidité, j'ai des assets, je vends les assets et je liquide. Ça paraît super simple, sauf que, malheureusement, pour ceux qui ont l'habitude de faire de la DeFi, de la finance décentralisée, si je vous parle de slippage, c'est exactement le même principe. Ça veut dire que si jamais je dois vendre 100 millions, peut-être même plus, 500 millions, 1 milliard de bonds US, forcément le prix va baisser. La liquidité ne sera pas capable d'absorber toute cette partie-là. Donc forcément, on va se retrouver sur un décalage et une perte de fonds. Cette perte de fonds sera conséquente, et donc du coup, au lieu d'avoir peut-être 100 millions en actifs réels, je vais peut-être récupérer 90 millions. Et là-dessus, quand on commence à arriver sur des moments où il y a un très gros bank run, et qu'on est pas le seul à le faire, il faut bien le comprendre qu'on est rarement la seule banque à faire un bank run en même temps, donc on va avoir une pression très forte qui va se faire, et donc à côté, on se retrouve sur un manque de liquidité, et quand ce manque de liquidité arrive suffisamment bas, on est dans l'incapacité de pouvoir assurer la remise des liquidités aux différents clients. Et c'est pour ça qu'on parle généralement qu'un bank run est autoréalisateur, c'est-à-dire que n'importe quelle banque, si on a tout le monde qui retire l'argent, on sait que notre système financier est incapable de pouvoir le supporter, et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Alors, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que oui ou non, c'est l'équivalent de 2008. Juste avant, je vous présente un tweet que je mettrai dans le thread Twitter, donc que vous retrouvez directement sur mon Twitter ici, tac, donc Cryptoly_tech que vous retrouvez en description et en commentaire. Je vous ferai une synthèse de l'information avec notamment toutes les différentes sources que j'ai utilisées pour pouvoir vous faire cette vidéo là, et notamment ce thread qui est très
très complet, et qui explique quelque chose de compliqué facilement, avec exactement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la Silverbank se retrouve, la Silicon Valley Bank, se retrouve dans le mal, et qu'est-ce qui se passe exactement. Elle découle absolument tout en justement expliquant les différentes zones. Et la petite partie qui est intéressante, c'est ça. C'est-à-dire que on a à un moment donné, dans l'état réel des liquidités, on a 73 milliards de dollars qui sont off-bank, donc off-balance sheet, en termes de liquidité, et qui peuvent être remettre dans les liquidités. Et on se demande bien ce que c'est, ça fait partie des éléments dans lesquels, à chaque fois au niveau des banques, on a des grosses cases qui sont majoritairement opaques, dans lesquelles il y a marqué un chiffre, et on ne sait pas trop comment c'est composé, et quelle est la capacité de récupérer cet argent. C'est-à-dire que la notion de liquidité est très relative. On peut avoir une liquidité, donc c'est-à-dire un asset. Quelle est la puissance que j'ai, la capacité que j'ai de transformer cet asset en cash, et quelle est la déperdition que j'ai. Et malheureusement, on parle d'asset liquide, oui, mais on parle rarement de la déperdition de cet asset liquide pour le transformer en liquidité. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé il y a peu, quand on regarde le tweet justement qui a été donné, qui est un très bon exemple, où quelqu'un a échangé 2 millions de dollars en USDC vers 0,5 centimes d'USDT, parce que la pool de liquidité était morte et que du coup on n'avait pas de liquidité et on a eu un énorme slippage colossal, et il faut faire toujours très très attention, ça on discutera après. C'est exactement un petit peu ce qui peut se passer si, à moindre échelle bien évidemment, si on vend justement tous les bons au trésor américain que l'on a, qu'une banque possède, d'un coup on va avoir justement un prix qui va chuter, et derrière une cassure très forte. Alors, pour répondre à cette question de 2 minutes, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut comprendre ce qui se passait par rapport à la crise des subprimes. C'était une crise qui était très particulière, dans le sens où nous avions justement la création d'un produit financier complexe, qui était les subprimes, qui était une composition d'indices immobiliers surexposés, et qui était leveragé. C'est quelque chose qui est vraiment à part, dans lequel absolument aucune personne dans le système financier ne comprenait le produit en lui-même, mais s'exposait fortement à ce produit-là. Et on avait un produit qui était réparti absolument dans toutes les entités réelles au niveau du système bancaire. Là, on se retrouve dans quelque chose qui est différent. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une crise de liquidité, une contraction de la liquidité. Ça, c'est quelque chose qu'on le sait depuis un an et demi, où on a une contraction réelle de la liquidité, et qui est favorisée notamment par l'augmentation des taux de la Fed. Plus la Fed augmente les taux, plus c'est compliqué de devoir se refinancer sous forme de prêts, donc à ce moment-là, les sociétés ont tendance à récupérer les fonds. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, notamment dans la Silicon Valley Bank, qui est une banque spécialisée aussi dans les startups, et donc forcément, les startups ont besoin de cash, ont besoin de liquidité, étant donné qu'il est compliqué de se financer, on va retirer les fonds. Voilà, je schématise très simplement, mais c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Mais cette crise de liquidité, elle va beaucoup plus loin. Elle va aussi dans l'ensemble de l'écosystème bancaire. C'est-à-dire que, à partir du moment où on a un acteur qui est en train de se planter, on va avoir tous les autres acteurs qui risquent d'avoir des problématiques de liquidité, comme on est en train de le voir justement, cette notion d'effet domino qu'on peut avoir. C'est pour ça que tous les indices bancaires sont en train de s'effondrer actuellement, dans lequel on a toutes les actions des banques qui sont en train de s'écraser, et je pense qu'il doit y avoir des réunions de sécurité, d'urgence, qui sont en train de se faire à peu près dans tous les sièges de banques, et c'est normal, étant donné que nous avons une problématique de liquidité. À l'heure actuelle, il est impossible de déterminer si oui ou non il y aura un effet domino, et à quel point il y aura un effet domino dans le système bancaire. Ça, c'est très compliqué de le déterminer. L'idée et la compréhension qu'il va falloir avoir, c'est qu'il va falloir patienter l'ouverture lundi, certainement la semaine, pour voir si on va avoir d'autres effets dominos qui vont arriver. Dans tous les cas, je pense qu'il y aura certainement d'autres banques qui vont se retrouver dans la même problématique, des banques qui vont être peut-être plus petites. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand on a cette problématique de l'augmentation des taux de la Fed, on va avoir systématiquement des personnes qui vont partir sur un bank run, récupérer une partie de liquidité, parce qu'ils vont pas être capables de pouvoir financer autrement. Et là, quand on a quelque chose qui s'accélère, donc c'est-à-dire le fait d'avoir des défauts de paiement, parce qu'on va voir les implications que ça, on va avoir des retraits qui vont être beaucoup plus importants. Cet effet justement de peur, cet effet de FUD, de peur très très forte omniprésente, où justement on va retirer l'argent, et c'est ce qui s'est passé principalement sur USDC, on ira le voir tout à l'heure avec les nouvelles. Alors, là-dessus, on va aller un petit peu plus loin. L'impact réel, c'est quoi ? C'est que le fait que c'est bloqué, il faut comprendre qu'on a une assurance. Oui, il y a une assurance. En France, c'est à peu près 110 000 €. Aux États-Unis, c'est 250 000 $. 250 000 $, c'est-à-dire que je suis assuré jusqu'à 250 000 $. Si j'ai plus, je les ai perdus. Ça veut dire qu'on a une fonds d'assurance qui nous dit, voilà, si jamais vous avez 1 million de dollars, vous récupérez
250 000 au maximum. On assure cette partie-là, c'est le fonds d'assurance. Et c'est justement pour ça que on a eu la saisie, en tout cas la fermeture, du régulateur californien de la banque. Alors, et c'est exactement ce que je vous avais expliqué notamment à Silvergate. Je vous avais dit que il y avait la peur la semaine dernière que, justement, le vendredi, il y ait le régulateur qui arrive et qui ferme pour une rouverture lundi. C'est exactement ce qui est en train de se passer là. Ça se passe généralement tout le temps le week-end pour pouvoir faire le statut réel des actifs. Là, je peux vous dire que c'est en train de charbonner au niveau de la Silicon Valley Bank. Et justement, préparer lundi avec la rouverture, avec les chiffres, avec des annonces structurelles pour justement contrôler ce qui est en train de se passer. Toujours attendre le week-end la fermeture réelle des indices pour justement, et des bourses, pour contracter et pouvoir éviter justement un emballement du système financier. C'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant. Donc oui, nous avons cette limite de 250 000 $. Donc ça veut dire que beaucoup de personnes vont aller justement récupérer leurs fonds pour justement ne pas perdre trop. Imaginez bien que si vous êtes une société qui pèse $1 milliard en termes de valorisation, que vous avez votre compte à Silicon Valley Bank, bon ben en l'occurrence vous savez que vous avez récupéré juste 250 000 $. Vous avez fait une levée de fonds de 200, 300, 400 millions de dollars qui sont déposés à SVB, bon vous récupérez 250 000 $. Donc c'est très très compliqué, et l'impact sur la Silicon Valley va être colossal. Clairement, en termes de liquidité, ça va être colossal, et je pense que toutes les levées de fonds, il y a beaucoup de levées de fonds qui ont eu lieu ces 3 dernières années, je ne sais pas quelle est la totalité des liquidités qui se trouvent encore sur la Silicon Valley Bank, ou en tout cas le pourcentage dessus, mais on risque d'avoir une série de nouvelles qui vont arriver dans les mois qui arrivent, sur justement des problématiques de liquidité de certaines startups, de certaines grosses sociétés, notamment dans la tech, on va pas se le cacher, qui vont arriver. Je pense qu'on va avoir des choses assez fortes qui vont se mettre en place. Du coup, pourquoi les autres banques risquent aussi de faire faillite? Tout simplement, enfin, d'arriver dans la même problématique. Parce que, tout simplement, on va avoir la peur des personnes. C'est quelque chose, le bank run est en train d'arriver chez toutes les banques, et toutes celles qui ont une exposition qui est compliquée, et elles ont toutes à peu près la même exposition. D'accord, il faut bien comprendre qu'ils ont tous à peu près le même type de portfolio, donc quand ils veulent justement récupérer de la liquidité pour répondre à un bank run, malheureusement, il y a une contraction de la liquidité qui se fait, parce que tout le monde essaie de vendre le même type d'actifs, et forcément on a un cours qui va chuter, et donc derrière on va se retrouver sur une contraction réelle de la liquidité par rapport à la valorisation générale du cours. Alors, c'est exactement ce qui est en train de se passer là, et sur, clairement, l'économie, on va avoir, je pense, des répercussions assez fortes, et il est possible de voir une action de la Fed qui va se mettre en place, ou en tout cas des autorités à suivre justement dans les prises de parole qui va avoir lieu dans les 2 semaines qui vont arriver. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est qu'on a quand même toute une série de nouvelles qui arrivent en même temps, qui sont plutôt néfastes, et on garde en tête la prise de parole de JP Morgan sur le fait que le SP500 pourrait aller visiter les 3200 en termes de chute, donc une dernière jambe baissière, en tout cas ce qu'on suppose être une dernière jambe baissière à mettre en place, mais on la garde bien en tête parce qu'on sait très bien comment ça fonctionne, et c'est là-dessus, est-ce que oui ou non nous avons toujours une série de mauvaises nouvelles ou pas, et est-ce que la Silicon Valley Bank est liée à la Silvergate? Absolument pas, et par contre la Silicon Valley Bank est une vraie banque traditionnelle qui a fait défaut réel suite à un bank run, et je pense qu'il y a très peu de banques qui sont capables de supporter un bank run général. Du coup, quel est l'impact sur la crypto? C'est un peu la question. Alors là, déjà, il y a un gros impact, sans parler de la notion de startups qui ont peut-être leur trésorerie directement dans la Silicon Valley Bank. On va prendre du recul par rapport à ça, et on va juste se concentrer sur les cryptos avec les stablecoins, notamment Cycle. Cycle, je ne présente pas l'USDC, qui a une exposition à la SVB, ça fait partie de l'ensemble des banques qu'ils utilisent, et ils ont à peu près 3,3 milliards de dollars qui sont stockés dans la SVB. Alors la SVB, donc du coup là-dessus on sait qu'ils vont récupérer au minimum 250 000 $, c'est ridicule. Au maximum on ne sait pas, on aura plus d'informations, mais ça veut dire que ça représente à peu près 7-8% de la valorisation totale des cycles. Ça veut dire que là à l'heure actuelle on a potentiellement 7% de la totalité des USDC qui ne sont plus payés. Alors, c'est couvert que ils avaient un paye à 100% et qu'ils n'étaient pas surcollatéralisés, donc 110, 115, 120, ça reste à déterminer, on n'a pas encore cette information-là, et quand on regarde un petit peu la communication qu'ils ont, en effet, voilà, ils disent que ils ont vraiment une exposition de 3,3. Forcément, on s'est retrouvé sur des problématiques où on a eu une cassure très forte, où on a un DPEG qui s'est mis en place au niveau de l'USDC, bien sûr, vous imaginez bien, avec un DPEG qui s'est fait quand même à
0,84 hein, quand même, donc on avait eu un décrochage, là on est remonté à 0,95 parce que forcément on a le principe de rédemption qui se met en place. La question est, est-ce que oui ou non l'ensemble des USDC peuvent être redeem à l'heure actuelle? Alors la capitalisation générale, pour vous donner un ordre d'idée, c'était 44, maintenant c'est 38, donc on va voir, je pense ça va descendre, ça va continuer à descendre au fur et à mesure, mais on avait donc bien 7% qui sont pas présents, donc les gens sont en train de se battre tout simplement pour récupérer un maximum de cette liquidité présente, pour ne pas faire partie des 7 derniers pourcents, sans savoir si du coup on est vraiment sur un backing à 100% et pas 110%, si on est à 110%, il n'y a aucun problème. Alors là-dessus, il y a une autre nouvelle qui est tombée, qui est intéressante à noter, c'est la balance sheet sur l'état réel des finances, et on voit que Cycle possède 70% de sa réserve, justement, en T-bills, c'est les bons américains, de 1 à 4 mois, dans notamment BlackRock et BNY Mellon, donc voilà, des banques qui sont quand même relativement solides, il n'y avait pas trop de problèmes, et on voit que ça représente à peu près 77% de leurs assets. Et la personne fait un raccourci en disant que ça veut dire que l'USDC aura un pay de, au minimum, 0,77, parce que c'est la valeur réelle. Alors là-dessus, moi je mets un gros holà, encore une fois, on comprend la notion par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure d'un bank run, c'est-à-dire que s'ils vendent la totalité des 30 milliards ou des 33 milliards en T-bills, je peux vous dire que ça ne vaudra plus 33 milliards. D'accord, ça vaudra peut-être 25, voire peut-être même un petit peu moins si jamais beaucoup de personnes sont en train de faire un bank run à ce moment-là. Donc, ça veut dire que non, ça ne sera pas 77. Et là-dessus, il faut aussi prendre un petit peu de recul dessus. Là, on parle de notion de PEG et de DPEG, mais derrière Cycle, on a des gros acteurs. D'accord, on a JP Morgan, on a des gros acteurs qui sont présents, qui soutiennent justement Cycle. Donc, si je devais effectuer un pronostic, en tout cas au niveau de Cycle, de toute façon, dans tous les cas, avant de faire le pronostic, je vous rappelle quelque chose que j'ai dit déjà plusieurs fois, hein, notamment au niveau de l'USDT, au niveau des différentes problématiques que l'on avait pu avoir sur Paxos, sur BUSD, où je vous disais que le meilleur stablecoin, pour moi, ça restait Bitcoin, parce que tout simplement ce n'était pas lié tout simplement à un actif réel de la finance traditionnelle, et c'est la force justement de Bitcoin liée, et somme toute aussi Ethereum, mais bon, Ethereum c'est encore à part, parce qu'on a encore une problématique qui est en train de se faire par rapport à la securities, mais ça c'est encore autre chose. Pour ceux qui ont suivi les quotidiennes savent très bien de quoi je parle, je vous invite à regarder notamment mon Twitter, il y a toutes les nouvelles dessus, mais là-dessus, Bitcoin a, pour moi, un véritable intérêt, et c'est peut-être aussi le moment de se réveiller par rapport à ça et augmenter son exposition à Bitcoin, parce que tout simplement, c'est l'actif dans lequel, la finance traditionnelle est en train de s'effondrer, y a pas de problème. Bitcoin n'est pas stocké dans une banque, hein, je vous le rappelle, donc on est dans quelque chose où on n'a pas forcément de survalorisation. Parce que on voit la valorisation d'une banque, d'accord? Donc on représente les 210 milliards de dollars de SVB, d'accord? Silicon Valley Bank. Ok, mais en fait, quand ils crunchent la liquidité, donc quand ils écrasent la liquidité pour récupérer le cash, combien ça vaut réellement? Ça, il y a très peu de personnes qui sont capables de le déterminer. Clairement, ça ne vaut pas la totalité, et donc forcément, le cash qu'on met à disposition dans une banque, par défaut, lorsqu'on veut le récupérer, tout le monde veut le récupérer, ça vaut bien moins que ce qu'on a déposé, il faut faire très attention, et c'est pour ça que je vous dis toujours d'avoir une multiple exposition sur un ensemble de stablecoins qui ne sont pas identiques. Et ça, c'est très important de le prendre en considération, et c'est pour ça que tout le monde crachait sur USDT, et je vous disais, faites attention, USDT, ça reste quand même solide, ils ont toujours été là, et il faut bien le prendre en considération, et c'est pas parce que nous avons une banque, c'est pas parce que nous avons un état, c'est pas parce que nous avons un stablecoin qu'il faut, de préférence, qu'il faut justement se concentrer que sur ça, et justement, éclater son risque. Alors, au niveau de l'éclatement de son risque, c'est très intéressant, parce que, encore une fois, il y a la notion de corrélation au niveau du risque. Si on regarde notamment le DAI, on voit que le DAI est en train de décrocher. Pourquoi ? Alors là-dessus, vous allez me dire, oui, mais normalement, c'est censé être un stablecoin décentralisé, surcollatérisé, donc il n'y a pas trop de problème. Oui, sauf que le DAI a fait le choix, déjà depuis un certain temps, j'en avais parlé, j'avais donné mon avis dessus, sur le fait que le DAI est en train de se collatériser avec 70%, je crois, du SDC, donc ça ne marche pas super bien, ils sont en train de se positionner dans un signe de faiblesse que l'on retrouve, et donc forcément, on a un impact du DAI très fort qui est en train de se faire. L'USDC entraîne le DAI avec lui, et donc forcément ça fait très très mal, et je pense que ça fait très très mal aussi à la DAO de DAI qui malheureusement a pris cette décision, et je pense doit le regretter amèrement de ne pas rester en surcollatéralisation
actuel sans forcément aller chercher du stablecoin pur adossé parce qu'on a un impact et on aura toujours un impact à partir du moment où on est lié au monde de la finance traditionnelle. Alors pour revenir sur cette notion d'impact pour la crypto-monnaie, très intéressant, nous avons encore un acteur qui se fait défoncé. Nous avons BlockFi qui vient de perdre 227 millions de dollars. Alors ça n'en finit plus pour BlockFi, les pauvres. Là, je pense que ça va être la goutte qui va faire déborder le vase. Je pense que cet acteur, on ne le verra absolument plus parce que globalement, après avoir souffert de Terra Luna, de 3AC, de FTX, là, on se retrouve encore sur un choc qui est juste colossal. Et je pense même qu'on va avoir des nouvelles qui vont être données. Donc là, on a BlockFi parce que on avait pas mal d'informations qui étaient déjà dessus, mais je pense qu'on va avoir un certain nombre d'acteurs qui vont nous dire oui mais j'avais toute ma trésorerie, j'avais 20%, 30%, 40% de ma trésor qui était sur SVB, donc forcément on va avoir je pense une série de news qui vont arriver et je pense que ça va très clairement saigner sur le SP500 et le Nasdaq et aussi sur les cryptos d'ordre général dans le temps à venir. Je ne vois pas toujours les 10 000 $, on ira le voir tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi. Alors du coup, ce qui est intéressant, c'est que on a forcément Binance qui est en train de réagir, on a aussi Cycle, donc là c'était sur la chute réelle, donc la grosse bougie qui avait été donnée très forte dessus, mais globalement, il faut prendre un petit peu de recul. Coinbase, Binance et tout sont en train d'arrêter la gestion de l'USDC pour pas le fait que, tout simplement, ils vont arrêter de le gérer tout simplement, non, c'est juste pour éviter qu'il y ait des débordements au niveau de la gestion des pools de liquidité, d'accord, éviter qu'il y ait trop de slippage et qu'on ait justement un dérèglement du système. Donc là, on met en suspens, on attend la stabilisation, je pense qu'on va avoir un acteur qui va arriver. D'ailleurs, en parlant d'acteurs qui arrivent, c'est rigolo parce qu'il y a un petit Twitter qui est passé à un moment donné où il y a quelqu'un qui a interpellé Elon Musk en disant ça te dirait pas avec Twitter de reprendre SVB pour justement monter une banque digitale, et il y a Elon Musk qui a dit ah pourquoi pas, ça pourrait être une bonne idée. Bon, c'est toujours rigolo, prendre bien sûr au second degré, mais bon voilà, on a des acteurs qui sont en train de se positionner. La question qu'on se pose maintenant, c'est quel est l'impact que l'on va retrouver sur le BTC et sur les autres. Déjà, il y a deux choses à prendre en considération. Il y a les cryptos, dans lesquels on va avoir les altcoins, dans lequel on a la représentation des startups structurelles qui sont positionnées, d'accord, donc forcément dans lequel ils ont une partie de cash ou ils ont des levées de fonds en partie de cash, eux peuvent être impactés très fortement. Le Bitcoin pour moi ne sera pas impacté, ou on sera impacté assez faiblement, parce que justement le Bitcoin est la crypto par défaut qui est résiliente à ce type d'action, d'accord, est vraiment très résilient sur ce type d'action, donc forcément les gens, au lieu de passer sur de l'USDT ou du stablecoin, vont préférer passer sur du Bitcoin, dans lequel, oui, potentiellement, on peut aller chuter, on peut perdre moins de 50%, mais sur le long terme, on sait que ça n'ira pas à zéro. Donc forcément, alors que du stablecoin, là, on peut se poser la question, est-ce qu'on va aller à zéro ou pas? Voilà, globalement, il y a quand même toute cette réflexion-là qui est en train de se faire, et il faut prendre du recul par rapport à ça. Donc pour moi, je pense que Bitcoin va subir, oui, une pression baissière liée sur le Nasdaq, le SP500, et globalement, au niveau de la cryptosphère d'ordre général, mais va voir une résurgence de liquidité sur les stablecoins où les mecs étaient majoritairement suite à FTX en stable, et vont se dire bon c'est quand même un peu voilà, BUSD c'est en train de chuter, USDC aussi, et je pense qu'on va avoir des achats structurels qui vont se faire dessus. Là-dessus, c'est mon biais. Voilà, c'est mon biais, vous savez que j'ai un biais qui est plutôt bullish sur le court moyen terme, j'ai tendance à considérer que oui, on peut chuter, je le sais, et je suis en train de me poser la question suivante, est-ce que justement, le crack, admettons, le crack de l'USDC, qui est en train d'ailleurs de se pricer, je veux dire, là, à l'heure actuelle, on a les informations, comme quoi il y a 10% d'USDC qui se sont fait la malle, alors, 7%, voilà, qui se sont fait la malle. On sait que on a 77% qui sont des T-bills dans lequel on a un bank running général, donc on sait que ça vaut ces 77%, allez, on va dire que peut-être 75% de ces 77% valent réellement, donc on sait qu'on a potentiellement un USDC qui peut dépayer jusqu'à 0,5. En tout cas, moi, c'est l'idée. Donc c'est quelque chose qui est en train d'être pricé par les gros acteurs. Comment ça se fait que là, le BTC, on ne soit pas déjà au fin fond de la cave? Voilà. Comment ça se fait qu'on soit pas en train de retester dans cette zone-là? Pourquoi on n'a pas eu une grosse bougie comme celle-ci, encore plus forte, structurelle, qui a chuté? Voilà. Moi, c'est la question que je me pose. Et qu'est-ce qui ferait qu'on aille à 10 000? Qu'est-ce qui ferait qu'on aille à 10 000? Ça, c'est la grande question. Qu'est-ce qui ferait qu'on aille à 10 000? J'ai tendance à vous dire que l'USDC, c'est pas suffisant. Il faudrait qu'on ait une contagion multiple, structurelle, sur les cryptos. Et encore,
je suis en train de me dire, qu'est-ce qui se passe si moi je suis un investisseur dans lequel j'ai voilà, majoritairement des stablecoins et majoritairement des altcoins, et que je suis toujours pro-crypto, hein, d'accord, je ne perds pas le sens de la blockchain et de la crypto, qu'est-ce que je ferais? Bah clairement, j'irai sur la seule et unique, donc Bitcoin. J'irai sur celle où je sais qu'il n'y aura pas d'impact, ou en tout cas je sais qu'il n'y aura pas d'état à zéro, même si j'ai une pression qui est en train d'être effectuée sur la loi aux US, sur les 30% de taxes liées à la consommation électrique sur le minage du Bitcoin. En vrai, c'est vraiment anecdotique par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc pour moi, il faut prendre du recul par rapport à ça. Bitcoin reste une valeur réelle. L'ensemble des cryptos, par contre, c'est encore autre chose. L'ensemble des cryptos peut se manger un gros cash. Là, on peut se manger des gros pets dans lesquels on pourrait avoir des acteurs dans lesquels ils sont exposés à SVB et notamment les acteurs à faible market cap dans lequel ça arrive régulièrement qu'on a focus une seule banque et on n'a pas une multiple banque pour limiter les risques, parce qu'on n'a pas encore assez de cash, parce qu'on vient de faire la levée de fonds, parce qu'on est en cours de restructuration, etc., etc. Donc là-dessus, je pense qu'on peut avoir vraiment des surprises avec des gros dumps, donc il va falloir faire très attention à ce qui va se passer sur notamment les petites market cap, ou en tout cas les altcoins. Sur le BTC, j'ai tendance à vous dire que on risque, oui, de chuter, d'avoir une continuité baissière, parce qu'on va avoir une pression très forte. Techniquement, on a des appels de prix, comme je vous l'ai dit, sur les 17 500. Est-ce qu'on arrivera à 10 000? Je ne pense pas en l'état, il va falloir avoir plus de nouvelles que ça, et c'est possible que ça arrive. C'est possible que ça arrive, il faut le prendre en considération. Au vu des news qu'on est en train d'avoir, l'effet domino reste toujours sur la table, on l'a en tête, c'est plus maintenant cette fois-ci un effet domino crypto, on l'a déjà eu avant, hein, nous, mais on va avoir l'effet domino plutôt finance traditionnelle qui pourrait du coup impacter le marché général des cryptos avec une contraction de la liquidité réelle que l'on pourrait avoir. Là-dessus on pourrait avoir, oui, forcément, le narratif de Bitcoin sauveur de tout ça. Bon, moi, je vais pas jusque-là, hein, loin de là, mais c'est juste, je suis dans une considération d'un potentiel accélération du BTC grâce à ça. Clairement, les BTC maximalistes, c'est ce qu'ils sont en train de rêver. Bon, je pense qu'il faut quand même prendre du recul par rapport à cette idée-là. De toute façon, dans tous les cas, j'ai tendance à considérer que on est à 20 000. Ok, admettons, on va à 10 000. D'accord, donc là j'avais des stablecoins, j'ai investi dans le BTC, je passe de 20 à 10. Ok, je prends moins 50%. Je prends moins 50% sur les stablecoins qui peuvent aller à 0, ou en tout cas qui peuvent aller beaucoup plus bas. Ok, ou sur des altcoins qui peuvent aller beaucoup plus bas, dans lequel on a la société qui porte justement le token, qui n'a plus de liquidité. Donc vous avez un token qui vaut rien, parce que globalement la société n'a plus un rond et ne peut pas proposer ses services dans lequel le token était utilisé. Donc là-dessus, pour moi, j'ai tendance à considérer que le Bitcoin reste structurellement bien. Et que s'il arrive à 10 000, il ne restera pas longtemps dessus, parce qu'il sera automatiquement racheté. Je suis sûr et certain que même avant les 10 000, clairement, sur une rupture des 15 000, on aura un rachat massif entre 15 et 13 000 du BTC. Je ne suis même pas sûr qu'on arrive à 10 000 directement. Parce que là-dessus, on est en train de prendre du recul, on est en train, on est en train de considérer le fait que on a des sociétés dans lesquelles on a des altcoins qui sont justement des tokens utilisés dans un service qui ne sont pas décentralisés, qui sont liés directement à la finance traditionnelle. Et donc forcément, on a un impact très fort par rapport à ça, et on risque d'avoir une chute, donc forcément les gens vont aller se rediriger vers, globalement la première, celle qui est la décentralisation même, qui est l'autonomie même, etc., etc. Donc je suis sûr et certain qu'on aura du coup un rachat structurel très fort, avant même les 10 000, avant qu'on arrive à la zone des 10 000. Et que là ça se voit, parce que nous avons une nouvelle, je vous rappelle que le BTC est échangeable 24/24, et là, malheureusement, on voit qu'on a quand même une restructuration, on est en 4 heures, on a quand même quelque chose qui est plutôt une belle accélération haussière. Oui, on a eu derrière une accélération, une cassure avec l'entraînement, et on est en train de racheter, donc je pense qu'on va avoir une oscillation. Il est possible qu'on ait une continuité baissière, ça on le garde en tête, on le sait très bien, mais dire que là, ça y est, let's go 10 000, je pense qu'il faut que l'effet domino soit beaucoup plus important, et même dans cet effet domino, est-ce que le Bitcoin n'aurait pas un effet structurel dessus? Bon, pourquoi pas. Néanmoins, on garde en tête le fait qu'on est dans une tendance baissière, ici, avec la rupture, on a une confirmation de la continuité de la tendance baissière, et donc pour moi, la prochaine target, ça reste toujours 17 000, d'accord, donc cette box qui est ici, dans lequel on pourrait avoir un arrêt structurel pour pouvoir se dire, est-ce qu'on fait un rallye avant pour repartir et faire, ça c'est toujours ce que j'ai défendu dans la quotidienne, notamment d'hier, et qui est le schéma que je suis en train d'avoir en tête. Est-ce que là, ça appuie suffisamment pour
entraîné, j'ai envie de vous dire, pas forcément. Là, il va falloir laisser du temps, il va falloir faire attention au type d'exposition que l'on a, bien évidemment, pour ne pas être surexposé. Pour terminer et pour conclure tout ça, ce long laïus, je vous fais une vidéo très longue, mais j'ai envie de prendre le temps de vous expliquer un petit peu tout ça, c'est un bear market qui est très dur, qui est vraiment très dur, on le sait, pour avoir vu un petit peu ce qui s'était passé dans les autres, et avoir ressenti tout ça, je peux vous dire clairement que c'est un bear market qui est très dur. Parce que tout simplement c'est un bear market qui est différent des autres, parce que nous arrivons dans un moment économique qui est très compliqué, avec une contraction de la liquidité très forte, mais à côté nous avons une rupture de la technologie qui est aussi très forte, d'accord? Nous avons des use cases qui n'ont jamais été apportés avant. On est dans un changement de paradigme très fort, mais la liquidité en elle-même ne nous permet pas d'avoir l'explosion qu'on devrait avoir. J'ai tendance à considérer que nous sommes dans une contraction, un peu comme si on était en train de comprimer tout simplement la liquidité nécessaire pour l'ensemble des cryptos avec l'évolution technologique, pour lorsque l'on aura une libération de la liquidité, je pense un bull run qui sera comme jamais on l'a vu. Voilà, ça c'est ma vision. C'est ce que je suis en train de voir au fur et à mesure, quand je compare avec ce que j'ai déjà vécu et ce que j'ai déjà vu, j'ai tendance à vous dire que là, nous sommes dans une zone où, oui, c'est compliqué, c'est très dur, mais ça peut durer encore un an, et j'ai tendance à vous dire, c'est la période d'accumulation. C'est la période d'accumulation. Oui, on peut aller à 10 000, il faut l'accepter. Et est-ce que j'achèterai à 10 000? Oui. Est-ce que j'achèterai à 9 000? Oui. Je me pose même pas la question, c'est déjà prévu dans mon plan. Quoi qu'il arrive, je sais que j'aurai la capacité de m'exposer, et je pense que c'est la meilleure façon de le voir par rapport à ça. J'ai eu d'ailleurs une discussion il y a 2 jours, je crois, avec quelqu'un qui me posait tout simplement la question de... Je viens d'acheter du Bitcoin, bon, j'ai déjà perdu, je crois, 2-3%, enfin, il me disait 100-200 euros par rapport à la somme que j'avais mis. Je lui dis, mais arrête de regarder, mets de côté, programme tes achats, par exemple sur Bybit, tu programmes tes achats, ils ont un bot de DCA qui est très bien fait, où tu peux acheter avec assez peu, donc soit tu fais tous les jours, soit tu fais toutes les semaines, tu fais tous les mois en fonction de ce que tu veux, et tu ne regardes pas. Et tous les 3-4 mois, tu viens prendre, tu mets sur ta ledger, et puis voilà, tu laisses courir. Le Bitcoin, et globalement pour moi le Bitcoin et l'Ether, qui représentent la majorité de mon portfolio, sont des évolutions, financières, et l'autre technologique suffisamment forte pour conserver sur le long terme. Et c'est ma vision, c'est ce que je fais moi, là je vous partage vraiment ce que je fais, ce que je dis, et c'est quelque chose sur lequel je suis totalement persuadé. Je sais aussi que ça peut durer longtemps, j'en ai conscience, ça peut durer plus longtemps que prévu, d'accord? On pourrait très bien avoir quelque chose qui zone jusqu'en 2024, voire même potentiellement un peu plus tard, après le halving, pourquoi pas? Vraiment, il faut le prendre en considération, il faut le savoir, mais encore une fois, tout dépend de sur quelle période vous voulez investir. Moi, personnellement, je suis sur du long terme, je ne suis pas sur du court terme, et je ne l'ai jamais été, et c'est là où on fait réellement des gros bénéfices, c'est toujours dans les périodes de crise, avec une vision long terme, gardez-le en tête, quoi qu'il arrive, toujours le garder en tête, le long terme, c'est ce qui paye. Si la vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire, like, partage, ça m'aide beaucoup, et n'oublie pas que tu as en commentaire et en description aussi le Discord qui est gratuit, qui regorge d'informations, qui a un parcours pédagogique mis à disposition pour pouvoir avoir énormément d'informations. Tu y retrouveras aussi beaucoup de choses, comme par exemple plein de discussions enflammées, tu y retrouveras de la fiscalité, de l'investissement, du trading, de la DeFi, et aussi un coin premium dans lequel tu as mes briefs, mes investissements, mon portefeuille, mes gridbots, tu vas avoir aussi des stratégies automatisées, tu vas retrouver aussi des discussions et des accompagnements justement avancés pour pouvoir progresser plus rapidement, que ce soit dans l'investissement, le trading, ou même tout simplement dans un point de vue psychologique en termes d'investisseurs. Donc rejoins-nous, ça se passe en commentaire et en description. Je te dis à très vite.